Et nous considérons vraiment que l'adaptation au changement climatique est un problème extrêmement important, en l'occurrence parce que l'atténuation et l'adaptation aujourd'hui sont complémentaires d'une part, et que d'autre part, devant les catastrophes qu'on annonçait et qui maintenant sont là, je ne vais pas faire référence aux multiples événements que nous avons connus cet été, mais moi ce qui m'a beaucoup frappé cet été, c'est que il y avait des événements météorologiques et climatiques pour la première fois dans tous les continents en même temps. Je pense qu'on peut dire, sans faire du catastrophique, qu'il y a une vraie accélération d'une part, et que d'autre part, nous avons, il n'y a pas de doute, une insuffisance de mesures, même s'il y a une mobilisation des États, de la communauté internationale, comme on dit, des industriels, des collectivités. Vous savez que le comité 21 est un organisme multi-acteurs, donc nous voyons bien les efforts des uns et des autres. Mais en même temps, on a plus d'efforts qu'auparavant et plus d'accélération. Et donc c'est vraiment cette rencontre qui est très certainement le problème principal à surmonter. Moi j'ai une interrogation sur les conséquences institutionnelles de ce rapprochement. Que ce rapprochement soit bénéfique au niveau scientifique, c'est une évidence. D'ailleurs, ce rapprochement est une évidence. Je veux dire, quand vous lisez les considérants des deux conventions climat d'une part et biodiversité de 1992, bien entendu, la convention climat fait référence aux dommages sur la biodiversité que le changement climatique entraîne, et d'autre part, la Convention biodiversité parle évidemment de l'accélération de perte de biodiversité due au changement climatique. Donc ce n'est pas nouveau, c'est un thème récurrent, mais qui revient sur le devant de la scène à cause justement, à mon sens, mais on va le voir avec nos panélistes, de cette accélération. Et moi, je dirais que sur le plan climat et biodiversité, bien sûr qu'il y a dans la déclaration de Kunming, dans les considérants, un considérant qui indique les interrelations entre climat et biodiversité. Mais de facto, dans la déclaration elle-même, moi, j'ai trouvé qu'on est encore un peu en silo. Lorsque l'on a négocié la COP21, ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était de s'occuper du climat, d'atténuation, parce qu'il y avait un sentiment quand même, enfin pour ceux qui étaient dedans, mais d'urgence absolue, à commencer à diminuer les émissions, et qu'on pourrait adapter... Toujours d'ailleurs. Et toujours, absolument. Donc ça n'était pas complètement la priorité. Et je pense qu'il y a eu un vrai progrès quand même depuis 2015, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a progressé sur les trajectoires, ce que ça voulait dire qu'une trajectoire pour décarboner. Et on s'est rendu compte que la nature allait prendre une part essentielle, toutes les questions de forêt, d'agriculture, pour la réussite ou non de cette décarbonation, allait jouer un rôle plus important que ce qu'on avait, je pense, en tête en 2015. Donc un vrai progrès. Deuxièmement, on a aussi progressé sur les questions d'adaptation. Justement, le terme même de solution fondée sur la nature est maintenant devenu quelque chose, en tout cas reconnu. L'UICN en a fait une sorte de norme. Ça n'était pas le cas il y a 6 ans, donc là aussi on progresse beaucoup. On est effectivement dans cette logique-là, mais ce n'est pas une logique encore, à mon avis, complètement suffisante. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les 2 grands programmes qui avaient un retour sur investissement le plus considérable, c'était soit les programmes liés à la Terre, soit ceux liés aux océans. Et pourquoi ? Parce que ces 2 grands programmes cochaient toutes les cases du climat et toutes les cases de la biodiversité. Elles cochaient les cases du climat parce que, certes, c'est de l'adaptation, mais comme c'est des énormes puits de carbone, c'est de la séquestration, et si c'est de la séquestration, c'est de l'atténuation. Donc, aussi bien pour les terres que pour les océans. Que par ailleurs, d'un point de vue biodiversité, en faisant des programmes terre ou en faisant des programmes océans, on était clairement sur des questions
d'écosystèmes et de préservation de la ressource. Et troisièmement, parce que c'est aussi extrêmement important, c'était les programmes qui avaient le plus de valeur pour les populations. Parce que ces deux grands programmes, ou ces types de programmes, c'est toute la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres. Le jour où même toute l'Europe est à zéro d'émissions, ça ne change rien le problème du changement climatique au niveau mondial. Ça ne change rien. Et donc, on explique quoi? Alors, pour moi, la seule façon, justement, de contraindre les Chinois, les Indiens et d'autres grands émergents, c'est effectivement, enfin, c'est autre chose, mais c'est ce que j'ai plaidé depuis 30 ans, c'est cette fameuse taxe aux frontières sur la tonne de CO2 importée. Dans le même temps, l'intérêt quand même aussi de toutes ces solutions dites fondées sur la nature, en particulier celles qui sont liées aux questions océans et aux questions productivité des terres, c'est qu'elles sont aussi de grands facteurs, enfin de grandes possibilités d'atténuation. La Grande Muraille Verte, dont on parlait, alors très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est de réhabiliter 100 millions d'hectares de terres dégradées entre d'un côté le Mali jusqu'à Djibouti sur une ligne qui traverse le Sahel. C'est 100 millions d'hectares, ça touche 200 millions de personnes, c'est 20 millions de jobs et c'est 200 millions de tonnes de CO2 séquestrées. Et on a fait le calcul, c'est l'équivalent du tiers du gap entre les 2 degrés et la trajectoire actuelle de 3,75. C'est-à-dire que juste ce programme-là permettrait de couvrir un tiers de ce gap. Et ce programme-là, il est à l'échelle de l'Afrique, mais vous pourriez avoir la même chose sur les océans et vous pourriez avoir la même chose sur un certain nombre d'autres écosystèmes. On avance beaucoup. L'Union européenne s'est dotée d'une nouvelle stratégie d'adaptation au changement climatique qui a été publiée en février dernier, qui est extrêmement ambitieuse. Et vous savez que sur les programmes de recherche, donc Horizon Europe, c'est le nouveau nom du programme de 10 ans dans lequel on entre, il y a 5 missions prioritaires et on trouve l'adaptation au changement climatique au même niveau que le cancer. Donc ça montre quand même la priorité. Et alors là, je ne parle pas de 100 milliards, mais il y a 1 milliard que l'Union européenne espère mobiliser sur ces sujets-là. Une stratégie française énergie-climat qui doit être publiée avant juillet de 2023, donc c'est une conséquence de la loi énergie-climat française. Et il a été décidé, donc c'est très récent, la réunion du premier comité a eu lieu la semaine dernière, que l'adaptation rejoignait la politique d'atténuation. Donc on aura trois piliers. La stratégie nationale bas carbone pour le moyen terme, donc atteindre la neutralité. La programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, donc tous les 5 ans. Et le PNAC, donc on aura un PNAC 3 et on devra en juillet 2024 avoir publié ces nouveaux plans après des phases de concertation. Donc ça, c'est une vraie dimension. La seule chose que les territoires ont aujourd'hui à faire sont des diagnostics de vulnérabilité à travers les SRADET. Et pour beaucoup, la date limite qui avait été fixée n'a pas été tenue. Il y a encore beaucoup de SRADET qui sont en état de construction. Et il n'y aura dedans pas de plan d'adaptation vraiment au changement climatique. Ça, je dirais, c'est l'aspect un peu qui paraît négatif, mais par ailleurs, on sait que sans plan, il y a énormément de territoires. On est accueilli par la ville de Paris, je pense que c'est un excellent exemple. Il y a beaucoup de territoires, que ce soit des villes
des régions, peut-être un petit peu moins des départements, mais on voit aussi des cas, qui ont des vraies politiques d'adaptation au changement climatique extrêmement ambitieuses et pour certaines extrêmement efficaces. Je crois que la ville de Paris... Sur les questions d'adaptation et notamment les questions de résilience, les choses ont beaucoup évolué dans les 4 ou 5 dernières années et singulièrement dans les 2 dernières années, parce qu'il y a eu un petit truc qui s'appelle le Covid, alors qui n'a rien à voir avec le changement climatique, mais qui a fait prendre conscience aux collectivités que finalement il pouvait y avoir des bouleversements très importants et que quand ils n'étaient pas anticipés, c'était vraiment compliqué. D'où la nécessité effectivement de préparer, et nous on a vu tout d'un coup surgir énormément de demandes d'assistance de collectivités sur ces questions de résilience, sur la capacité effectivement à anticiper ce qui peut se passer dans 20 ans. Et on est à une 50aine de collectivités qu'on accompagne en ce moment justement sur ces questions. Puis on part de la résilience à court terme pour passer immédiatement à l'adaptation. Alors c'est vrai que sur la biodiversité, la prise de conscience est quand même... plus récente, et quelque part le corpus théorique, si j'ose dire, est beaucoup plus récent. Cela étant, nous on voit quand même surgir effectivement des demandes directement liées à la biodiversité sur lesquelles on peut travailler, sur questions de pollution lumineuse, de passage à faune, etc. Mais surtout, ce qu'on voit vraiment monter très très fort comme demande des collectivités, c'est bien ce côté effectivement du lien entre la biodiversité et de l'aménagement, ou comment peut-on aménager tout en prenant en compte la biodiversité. Tu as cité Life Artisan, effectivement, c'est vraiment ça l'objet, c'est un programme assez fort sur lequel beaucoup d'organismes travaillent, avec vraiment l'idée de bâtir des démonstrateurs, de valoriser, de sensibiliser et vraiment de passer à l'échelle. Pour nous, ça se traduit par des projets assez forts, notamment sur les arbres dans la ville, sur justement des solutions fondées sur la nature, sur finalement l'ensemble de ces actions, avec des effets qui ont vraiment de l'effet sur les 2 aspects. Nous, on a vraiment le sentiment que ces questions d'adaptation au changement climatique, de biodiversité, elles sont de plus en plus dans les préoccupations, tout simplement parce qu'elles sont de plus en plus dans les préoccupations des électeurs. C'est l'avantage de la démocratie. Et donc, quelque part, les choses sont en train d'évoluer. Alors évidemment, ça ne fait pas des grands... Ça ne fait pas des grands discours, mais quelque part, c'est l'accumulation d'un certain nombre de petites briques qui fera effectivement qu'on arrivera à faire bouger les choses. Nous avons donc souhaité faire une seconde table ronde parce qu'on s'est demandé ce que signifiait finalement pour ce qu'on appelle les parties prenantes, les collectivités locales et les entreprises qui prennent énormément d'engagements en ce moment à la veille de la COP26, qui font partie de multiples coalitions, etc. On s'est demandé ce que signifiait ce rapport, ce rapprochement climat-biodiversité qu'on voit dans les institutions internationales et dans le débat international. Et si pour eux, et c'est la même question pour la table ronde, ça voulait dire qu'on attachait plus d'importance à l'adaptation au changement climatique. Au BCG, on a l'avantage d'avoir un pôle climat qu'on a très vite rebaptisé climat et environnement, puisque depuis le départ, effectivement, on se dit que les 2 sujets doivent être liés, le sont de facto, de par l'impact, de par les solutions. Dans le climat, on parle de nature-based, et les 2 schémas ou les 2 systèmes se parlent, et il faut bien les connecter. Les entreprises, alors ça va être pas évident à généraliser, parce qu'il y a beaucoup de différentes maturités au sein des entreprises sur la compréhension et la manière dont elles traitent ces sujets-là, mais globalement, la plupart des entreprises sont entrées effectivement dans ces sujets-là par le climat. Globalement, si on prend vraiment le sujet de la biodiversité, il y a à peu près un tiers aujourd'hui du CAC 40 qui a la dimension de la biodiversité intégrée dans les stratégies qu'elle construit et qu'elle affiche. Quand on regarde combien de ces entreprises du CAC 40 considèrent la biodiversité parler d'adaptation dans la matrice de risque, aujourd'hui, on est sur un quart, ce qui n'est pas beaucoup. Quand on regarde au sein du CAC 40 les entreprises qui mettent l'enjeu de la biodiversité au niveau de risque important, on est sur 5%.
5% de 40, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont en train de prendre conscience du sujet, mais qui n'ont pas encore une compréhension de l'enjeu et de la gravité même de l'enjeu quand on compare au climat. Depuis 2015, les accords de Paris, etc., tout le champ climatique s'est beaucoup normé. Aujourd'hui, vous regardez comment les entreprises, par exemple, communiquent sur leur empreinte carbone, leurs objectifs de réduction, c'est à peu près normé, c'est normé en termes de scope. Et ça le sera les encore cibles plus avec la nouvelle directive, sont parce que c'est plus SBTI exigeant. ou autres. Dans la biodiversité, on entre quand même dans un terrain beaucoup moins normé et du coup beaucoup plus difficile aussi pour les entreprises, vous parliez d'un rapport, de savoir quels sont les bons KPI, les bons indicateurs, quelles sont les règles à suivre. Il ne faut jamais oublier que l'Europe représente ce qu'elle représente et tout ce qu'on achète à l'étranger, et que le PIB de l'Europe représente beaucoup de la dégradation climatique et de la biodiversité mondiale, bien au-delà de l'impact tel qu'il est calculé pays par pays. Je dis pas ça pour déculpabiliser les autres pays de ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, mais il faut que les consommateurs européens soient un peu culpabilisés d'émissions hors les murs et de dégradation biodiversité hors les murs, dont nous sommes responsables et dont il serait facile de dire que, puisque notre électricité est la moins carbonée, on est les meilleurs de la classe. Ça, c'est un bon C'est d'ailleurs la grande discussion sur la taxe aux frontières. Au fond, on est dans un siècle climato-centré, et probablement que c'est nécessaire par rapport à tous les enjeux qu'on voit, et singulièrement ceux du GIEC. Il faudrait dire deux trucs. Je voudrais dire que depuis très peu de temps, et pas seulement en France à cause des Gilets jaunes, on ne peut plus parler de la transition énergétique climatique sans considérer qu'elle doit être juste et socialement acceptable. C'est-à-dire qu'on a ajouté à l'enjeu climat un enjeu social probablement par rapport aux plus pauvres de nos pays de l'OCDE, mais quand on est un peu plus engagé, aussi par rapport à la question des droits humains de tous les autres pays extracteurs ou constructeurs de nos produits. On voit ce sujet. Eh bien, il me semble que dans un premier temps, la biodiversité peut être cette deuxième jambe complémentaire de la dynamique climat. Au fond, quand on parle du climat et de en quoi le climat est un inconvénient pour nous, on parle de la biodiversité et de son évolution, ou plutôt de la conséquence du climat sur la biodiversité qui a une conséquence sociale. Et c'est tout l'intérêt d'enjeux de structures comme le Comité 21, qu'il y a des PME qui ont une vraie envie de le faire, et qui, avec leur papier, leur stylo, leur envie, laissent quand même la feuille blanche. Parce qu'elles ne savent pas exactement quoi y mettre, d'où l'importance des réseaux accompagnateurs pour sensibiliser l'ensemble des acteurs. Et effectivement, on voit le climat qui a mûri beaucoup plus rapidement. On a parlé des référentiels, on a parlé des engagements, beaucoup plus rapidement que le sujet biodiversité. Et effectivement, aujourd'hui, une entreprise qui historiquement s'est investie dans la biodiversité, qui a des résultats, qui fait partie d'ailleurs des initiatives qui ont été citées. J'ai entendu parler de Hack for Nature, on pourrait parler d'entreprise engagée pour la nature, qui est portée par le ministère de l'Environnement et l'OFB. On fait partie de ces initiatives. Et très récemment, on a pris des engagements sur le climat. Donc on a fait finalement les choses à rebours de ce qu'on entend beaucoup ce matin. On a effectivement signé un premier pledge qu'on va rehausser d'ailleurs. Et donc je dis à Gilles, avec une stratégie de décarbonation qu'on va publier de manière plus robuste d'ici la fin de l'année. Mais effectivement, on voit que le sujet climat, alors je n'ai pas envie de dire prendre le pas sur les sujets biodiversité, mais est beaucoup plus simple à travailler et à présenter à nos partenaires. Finalement, le chemin qu'a ouvert les sujets climat est une opportunité pour la biodiversité. J'y vois un risque également, puisque la biodiversité, et ça a été dit également, est beaucoup plus complexe à caractériser, à suivre, à comparer entre entreprises, entre acteurs en général. Et il ne faudrait pas que, finalement, j'ai envie de dire, la simplicité qui s'est imposée d'elle-même pour le climat, mais qui était finalement relativement normale,
se réplique de manière brutale à la biodiversité, puisque les sujets sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus multidimensionnels. On a nous-mêmes essayé de mesurer nos impacts. On développe des indicateurs avec la LPO, avec le MNHN, différentes parties prenantes, et on attend effectivement la lumière au bout du tunnel, puisque pour l'instant nos investissements sont difficilement reconnus par nos parties prenantes. Ces trois sujets, on va dire le climat d'une manière générale et donc la décarbonation, mais l'adaptation en particulier et la biodiversité, ça fait partie des sujets sur lesquels on s'est dit on n'a pas le choix en fait. Enfin, faut vraiment qu'on bouge, faut qu'on innove. Donc on a rejoint un certain nombre de coalitions effectivement d'entreprises en se disant on a des savoir-faire, faut qu'on arrive à les valoriser, faut qu'on arrive à faire plus à partir de ces savoir-faire. Et donc quand je partage beaucoup des difficultés qui ont été données. Le climat, c'est finalement un sujet sur lequel c'est pas simple de calculer, mais en fait, on a des normes, on y arrive toujours. Et donc, si je commence à vous parler scope 1, 2, 3, voilà, ça va résonner et on se dit, oui, voilà, je vois à peu près ce qu'il y a derrière. Sur la biodiversité, c'est pas le cas. On a regardé une étude qui est sortie par la Commission européenne qui recense 80 méthodes d'évaluation de la biodiversité. Donc, il y a des approches, il y a des méthodes avec des indicateurs, enfin, différentes choses. Et en fait, là, nous, on s'est dit, on ne sait pas par où démarrer. Donc on va démarrer par du mode très projet, en fait, à se dire on va tester et on se donne quelques années, on va dire, on l'a démarré il y a 2 ans, mais on s'en donne encore 2, pour faire foisonner plutôt la démultiplication des cas de tests en interne, se dire je vais évaluer, donc on l'a fait sur des carrières, on le fait sur des linéaires d'infrastructures, on le fait à l'échelle de projets, de bâtiments. Vous avez fait vos propres indicateurs internes ou vous avez puisé dans toutes les méthodes? Non, on puise. On travaille avec des partenaires à chaque fois. Donc on a travaillé avec le Muséum national d'histoire naturelle sur la partie carrière, par exemple. On travaille sur du linéaire avec eux également. On a un cas d'école qu'on a pris en Afrique parce que je voulais sortir du continent européen en se disant finalement, et là on est financé par des banques de développement sur une partie du projet, donc on dit on va travailler avec ces partenaires-là. Donc à chaque fois c'est plutôt l'approche, mettons les décideurs et les parties prenantes d'un projet autour de la table pour voir avec eux quelle est la bonne manière d'aborder les choses. Et on a sur des projets un dosage qui est plus fort en biodiversité, sur d'autres qui est plus fort en économie circulaire, sur d'autres plus fort en climat. Quand je réfléchis aux freins là, sur climat, biodiversité, pour moi, il y a des différences en fait. Le climat, on l'a dit, c'est déjà, il y a des référentiels, etc. Mais il y a une généralisation qui se fait beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'en fait, un bilan carbone au client, je peux lui montrer et les entités vont regarder, voilà, ça résonne. Le bilan biodiversité, franchement, je pense que pour le coup, il y a moins d'1% de nos clients qui va s'y intéresser, ni même comprendre le pourquoi on le fait, en fait. Donc là-dessus, oui, il faut passer par beaucoup de pédagogie, finalement, pour réussir à avancer là-dessus. Ce que montre l'étude, surtout, c'est qu'on a un rôle capital dans les termes d'adaptation au changement climatique, d'éviter l'érosion et la perte de notre biodiversité sur le territoire, et qu'à l'inverse, cette biodiversité est un acteur fondamental, parce qu'on parlait sur les chiffres, mais pour nous, c'est le meilleur... Alors, on a des problèmes de normes, certes, mais quand on a des inventaires sur des territoires comme le nôtre, le suivi de la biodiversité, finalement, c'est le meilleur révélateur ou pas de l'impact du changement climatique. Et dans la stratégie d'adaptation de Paris en 2015, en fait, on a créé les parcours de fraîcheur. Quand vous regardez les parcours de fraîcheur au départ, ça reprend la trame verte et la trame bleue. Et donc, tout à coup, on peut avoir du co-bénéfice entre deux politiques publiques et surtout multi-co-bénéfices pour les acteurs. Parce que nous, le plus gros danger, là où je te rejoins pour Paris, c'est même pas encore les inondations, c'est pas les pluies torrentielles, c'est l'impact des effets canicules, hein, c'est l'îlot de chaleur urbain qui accélère, se développe. Et là, le seul moyen de le réduire, c'est effectivement désartificialiser, désimperméabiliser. La transition, elle peut être brutale en termes d'atténuation. On sait qu'acheter un produit bio, ça coûte plus cher, qu'accéder à certains transports plus écologiques, ça coûte plus cher, etc. Qu'un équipement, un bâtiment, même construit par Vinci, coûte plus cher s'il est plus écologique actuellement que précédemment. Donc il faut qu'on accompagne ça. Ça peut être brutal, donc il y a une inclusion sociale à avoir, ce que disait Gilles, par rapport à l'effet gilet jaune et taxation éventuellement. Mais de l'autre côté, on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont vulnérables à certains aléas, et c'est cela qu'il faut qu'on protège. Il y a des cartes croisées qu'on a introduites, notamment sur des questions de déforestation, sur des questions d'agriculture, qui sont des liens évidents, mais aussi sur des questions de santé, par exemple, et sur des questions de pandémie, puisque c'était évidemment, entre la première et la deuxième édition, un thème qui était monté très très fort à l'agenda, et on comprend pourquoi.
et on voit très bien les liens entre biodiversité et climat et l'émergence de nouveaux virus, de nouvelles bactéries et une distribution géographique potentiellement altérée. Et donc cette question des liens entre climat et biodiversité, je pense qu'elle dépasse fondamentalement la question des sujets ou des connexions qu'on peut établir sur ceci ou sur cela. Et je pense qu'elle nous pose fondamentalement une question fondamentale qui est celle de notre place dans le vivant et de notre responsabilité par rapport au vivant. Ce faisant, on a contribué quelque part à mettre les problèmes dans des silos et à les dépolitiser. Et quelque part, on regarde aujourd'hui, les études nous montrent et les politiques nous montrent les liens très nombreux entre climat et biodiversité. Mais je crois que nous sommes à ce point de bascule où l'on commence à réaliser petit à petit et trop lentement sans doute à quel point ces questions de climat comme de biodiversité, on pourrait ajouter d'autres sujets de pollution notamment, à quel point ces questions nous ramènent toujours à la même question. Nous ramène toujours à la question de notre place et de notre responsabilité dans le vivant. Est-ce que nous sommes prêts à considérer que nous avons une responsabilité vis-à-vis d'éléments, d'êtres vivants, que nous ne considérons pas comme faisant partie de notre groupe? Pour le climat, est-ce que nous sommes prêts à considérer que nous avons une responsabilité vis-à-vis de membres de générations futures qui ne sont pas encore nés, vis-à-vis de gens qui habitent dans des pays que nous connaissons à peine et où nous mettrons à peine sans doute jamais les pieds? Pour la biodiversité, est-ce que nous sommes prêts à considérer que nous avons une responsabilité vis-à-vis d'êtres vivants qui ne sont pas humains? En d'autres termes, est-ce que nous sommes prêts à considérer que notre identité première, c'est celle de terriens et de terriennes, d'habitants et d'habitantes de la Terre, ou est-ce que nous allons restreindre notre responsabilité, et donc quelque part ce que nous définissons comme notre identité collective, est-ce que nous allons la restreindre au genre humain, à notre génération ou à notre pays? Et c'est ça vraiment la question qui est posée par ces liens entre climat et biodiversité.